another way to look at this is through sectors. I've had similar discussions and with other very knowledgeable people, but it's very difficult, I find, to identify those sectors where African countries and companies can both compete and create large numbers of higher skilled jobs. One of the problems is that if you invest in agriculture, as you were saying, you're by and large replacing labor-intensive with more capital-intensive processes. And it's difficult to think of those sectors where there's a large amount of high-skilled job creation. But maybe, Anas, you have a view. You invest in many sectors. I mean, in your view, are there sectors in which Africa both has a competitive advantage and which create large numbers of jobs? Effectivement, il y a un certain nombre de secteurs, on le voit aujourd'hui au Maroc ou dans d'autres pays africains, où l'Afrique a un avantage compétitif. Alors, je vais les citer rapidement et après je vais dire quel est le revers de la médaille de ces secteurs-là. Quand vous prenez historiquement les métiers du textile, quand vous prenez aujourd'hui les métiers de l'offshoring, les call centers, le BPO, etc. Ce sont des secteurs où vous avez besoin d'une main-d'œuvre abondante, relativement abordable en termes de coûts, mais il ne faut pas que l'Afrique se positionne principalement sur ces métiers-là parce qu'ils sont dangereux. On l'a vu dans les métiers du textile, puisque finalement, quand les donneurs d'ordre sont des donneurs d'ordre internationaux, ils se positionnent là où ils ont les meilleurs coûts. Donc il suffit qu'une autre zone propose des coûts inférieurs pour qu'une bonne partie de la demande se positionne sur ces nouveaux pays. Et finalement, vous vous retrouvez avec des usines, on a eu le cas au Maroc, en Tunisie et dans d'autres pays, qui n'ont plus de carnet de commandes et qui donc se retrouvent avec des situations où il faut licencier les travailleurs. Le BPO, c'est également, ou les call centers est une autre forme d'industrie où il y a aujourd'hui un avantage compétitif et où l'Afrique peut se positionner. Et c'est pour ça que de plus en plus aujourd'hui, les politiques économiques africaines, des responsables politiques africains, essaient de se positionner non pas sur de l'offshoring pur et dur, c'est-à-dire de la délocalisation, parce que c'est moins cher, mais sur un terme qui est très à la mode, qui est la colocalisation, c'est-à-dire comment essayer de travailler avec les donneurs d'ordre pour créer une industrie locale pérenne, qui pour moi est un challenge très important pour l'Afrique pour les prochaines années, pour créer les quelques points de croissance supplémentaires dont nous avons besoin pour la pérennité et pour régler les problématiques sociales extrêmement importantes que Lionel Zinsou vient de souligner. Thank you. Lionel, you had a quick point, but quick, please. Oui, par rapport à la question et par rapport à la réponse. Il ne faut pas regarder l'Afrique comme étant un continent différent de tous les continents. Et toutes les croissances dans tous les continents, dans tous les pays de chaque continent sont domestiques. Elles sont endogènes. Donc, dans l'analyse, Stéphane, oui, nous avons une activité d'exportation. On est un continent ni plus ni moins ouvert que les autres. On a une activité d'exportation et d'importation. Mais enfin, la majorité du produit intérieur brut des États africains, il est domestique. C'est de la consommation domestique, des ménages locaux, des administrations publiques locales, des entreprises locales. Et donc, nous ne sommes pas à regarder comme un continent uniquement dans les relations avec les donneurs d'ordre. On ne va pas faire un continent de call centers parce que c'est pratique de les délocaliser de la région parisienne au Maroc, puis quand le Maroc devient trop cher au Sénégal, puis comme le Sénégal devient un peu trop cher au Bénin, et on va finir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus pauvre que le Bénin, mais enfin non, ça n'est pas ça l'Afrique. C'est un continent tertiaire d'activités, c'est un continent tertiaire et primaire qui a peu d'industrie et beaucoup d'activités extractives et d'autre part d'activités tertiaires. De commerce, de transport. Aujourd'hui, les banques créent plus d'emplois que le textile, heureusement. Les télécoms créent plus d'emplois que les banques. C'est les deux secteurs qui créent le plus d'emplois. Ce sont des activités de l'économie domestique. C'est de l'agroalimentaire, c'est des matériaux de construction. Nous sommes comme tous les pays du monde. Il ne faut pas nous regarder avec une économie politique africaine. Nous ne sommes pas des producteurs de pétrole, de manioc et de coton. Ça, c'est ce que nous exportons. Oui. Sauf le manioc qu'on consomme.
puis on commence à consommer le pétrole. Mais enfin bon, nous ne sommes pas à regarder. Nous n'avons servi, c'est vrai, pour des raisons historiques, que de réservoirs de matières premières et de consommateurs de quincaillerie. Mais ça, c'est l'économie de traite des années 1920. Ça ne nous intéresse pas. Nous ne sommes pas la somme des exportations de l'Afrique. L'Afrique est comme tous les pays, comme tous les continents au monde, vivant de sa demande interne. C'est ça qui est le moteur. Et donc, elle est compétitive. Dans chaque pays, vous êtes compétitif. L'industrie agroalimentaire du Maroc, elle est compétitive au Maroc. Elle exporte un peu, mais elle est compétitive au Maroc. Les matériaux de construction sont compétitifs au Maroc. Regardons quand même nos économies comme domestiques d'abord, et non pas du tout uniquement pluguées sur la division internationale du travail. Yeah. In the macroeconomic terms, of course, you're completely right. Any larger country has a much larger domestic economy than its trade account. On the other hand, countries which need to import capital, technology and know-how do need to develop a means for paying for them and a sustainable means of paying for them. L'Afrique est le seul continent en équilibre commercial, structurel, de moyenne période, ou en excédent structurel de balance des paiements avec l'Asie. I'm going to turn to the audience for questions in a couple of minutes, so if you could get ready. But just before I do that, I want to raise one more issue which was mentioned earlier. Arnaud, I'd like to ask you this question first, and perhaps then someone else. We've heard the word China. Writing in the Financial Times recently, the central bank governor of Nigeria raised quite, I won't say criticisms, but he raised some issues, questions about Chinese investment in Africa, even suggesting that Chinese investors might now be behaving a bit like neo-colonialists. Those were his words, not mine. How do you see that? I mean, do you think that Chinese investors operate under somewhat different criteria than Western investors, in the sense that they have a political agenda? Or is it an agenda driven primarily by the hunt for natural resources? And in hunting for natural resources and developing, they're prepared to make some non-commercial decisions, if you like, in other areas, because they have very cheap capital. So if a motorway needs to be built cheaply, they will do it in order to secure the mine or the cotton fields. Or what is it? How do you see it? I will have to disagree with the Nigerian gentleman you quoted, pardon, en français. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'évaluation du monsieur du Nigeria. La Chine est un partenaire qui, à mon humble avis, on peut observer qu'elle se pose en partenaire uniquement commercial. Les Chinois sont 1,4 milliard habitants, ont une croissance entre 9 et 11%, mais sont en plein exode rural, c'est-à-dire qu'il doit y avoir, je ne sais pas, grosso modo, entre 300 et 400 millions de Chinois qui quittent les campagnes pour se localiser en ville. La Chine est gouvernée par 9 personnes, le bureau permanent du comité central du parti, ou quelque chose comme ça, qui ont un pouvoir absolu, mais qui ont une absolue responsabilité vis-à-vis de leur population. Ces gens ont une pression pour délivrer, trouver des solutions, satisfaire leur population. Alors oui, leur croissance est très demanderesse de matières premières. Mais je ne pense pas que ce soit un problème pour aucun pays africain d'avoir des Chinois qui viennent, qui disent « nous avons besoin de votre fer, de votre cuivre, de votre manganèse, de Dieu sait quelle autre ressource naturelle. Combien ça coûte ?» Ils payent sans, contrairement à nos partenaires historiques européens, essentiellement, parfois américains, qui viennent, qui disent « nous avons besoin de votre uranium, de votre fer, de votre cobalt. » Mais, alors, on va faire une mine pour l'extraire, mais nous aurons 70% du capital. Et puis, par ailleurs, en préalable, vous allez devoir gouverner votre pays différemment, gérer vos histoires sociales selon nos termes de référence, et qui nous posent toutes sortes de conditions, alors qu'on n'aura rien demandé à la base. Donc,
Oui, de nouveau, l'image et la perception des Chinois est gérée en grande partie par les pays occidentaux pour qui les Chinois sont un grand problème. Je ne pense pas que la Chine soit un problème pour l'Afrique. Voilà, c'est tout. Alors quand les Chinois disent oui, on offre ou on préfinance dans des conditions très préférentielles un port en eau profonde ou une route ou quoi, c'est juste et c'est légitime pour s'assurer que ce pays en question pourra leur fournir en temps et en heure les ressources et matières premières dont ils ont un besoin désespéré. Et la course aux matières premières se passe entre les Occidentaux et entre les Chinois. L'Afrique, je pense, n'a qu'à en bénéficier. Alors il est clair qu'on doit être quand même vigilant quand les Chinois obtiennent un marché pour la construction d'une autoroute. Ils ont aussi des problèmes, je vous ai dit, de population, démographique et autres. Donc si on ne prévoit pas dans le contrat que la route qu'ils préfinancent doit employer des locaux, les Chinois enverront des travailleurs chinois aussi, parce qu'ils ont ce problème chez eux. À nous aussi de rester vigilants. Mais dans l'absolu, je pense que c'est une plutôt bonne chose que la coopération et le développement des liens économiques entre la Chine et l'Afrique. Right, now, audience, it's your turn. Here at the front, please, if you could bring the microphone. Please say who you are and your organisation. Please make your questions brief to allow others also to ask questions. And please feel free to ask either in French or in English. And if you want a particular person to answer your question, please say so. And please rather don't ask questions in which every single panelist has to answer your question, otherwise we will miss lunch. Some technical help, please. Bon, thank you. I'll speak in French, if possible. S'il vous plaît. Bon, je voulais intervenir en premier parce que hier j'ai essayé d'intervenir, c'était trop tard. Bon, je m'excuse, je suis peut-être, cette fois c'est moi le profane. Je ne suis pas du monde de l'économie. Moi je viens de l'université Qadi Ayyad de Marrakech, je suis professeur. Et je me sens, finalement, je remercie l'Institut Amadeus de m'avoir convié à cette conférence. Au début, je pensais être out, mais je crois que je vais quand même servir à quelque chose. J'entends toujours, quand on est dans des réunions d'économistes et de spécialistes des finances, parler du problème de l'éducation. Mais malheureusement, très souvent, on parle de ce problème et on passe et on ne fait rien. Est-ce que vous ne pensez pas que le moment est venu pour qu'on puisse penser à un nouvel ordre mondial de l'éducation? Je précise ma pensée. Je crois qu'il ne faut plus maintenant laisser les problèmes de l'éducation au libre choix des gouvernements. Je vais vous donner l'exemple vraiment très parlant que je voulais citer hier, le cas de la Libye. J'ai déjà fait cette remarque dans une réunion comme celle-là. Comment on peut comprendre qu'un pays où il y a 6 millions d'habitants, 6 millions d'habitants, ce n'est même pas les habitants d'un quartier d'une métropole occidentale, 6 millions, avec de l'or sur les pieds, et qu'on puisse les laisser pendant 40 ans dans une situation quasi tribale, dans une crise éducative grave. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire quelque chose? J'ai déjà posé cette question, on me répondait, on ne peut pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États. Mais je crois que ce n'est pas une excuse. Parce que quand Kadhafi commençait à faire des choses malsaines avec des groupes qui menacent la sécurité dans le monde, on a bien su le mettre à genoux, même à coups de bombe sur la tête. Et pourquoi on ne fait rien pour l'éducation? Je pense que le moment est venu, je pense, de penser à lancer un nouvel ordre mondial de l'éducation. Je ne sais pas comment il faudra faire, mais ça devient vraiment urgent. Alors vous parliez tout à l'heure des cartes bancaires.
Mais je m'excuse, mais nous avons en Afrique un pourcentage énorme de gens qui ne savent pas les utiliser. Alors comment voulez-vous le faire? Merci, monsieur. Right. Faisal, if you could address that first. Yes, about education. Bien sûr, c'est un challenge. Un challenge, le monde devient un petit village, on est tous connectés sur Internet, c'est l'ère de Facebook, etc. Et maybe people ask questions and then, or is it like feedback right after? Okay. Because I see people hanging their hands. Okay. Donc, je crois il s'agit, et là, par exemple, ce que Amadeus est en train de faire aujourd'hui, c'est justement de générer un dialogue pour essayer de, in fine, développer des initiatives pour adresser ce type de challenge-là. Moi, l'éducation, je le vois comme, effectivement, pas du ressort des gouvernements uniquement, mais justement des secteurs publics et du secteur privé ensemble. Il y a des associations mondiales, peut-être que vous les connaissez, comme par exemple Junior Achievement, Worldwide Junior Achievement, ou alors au Maroc, qui fait d'ailleurs un excellent travail, comme Injaz al-Maghrib. Vous avez peut-être entendu parler de Injaz al-Maghrib au Maroc, dont l'objectif est de promouvoir l'esprit entrepreneurial à très bas âge, pour que ces jeunes-là, par la suite, lorsqu'ils sont adultes, eh bien, créent des entreprises, créent des emplois, et c'est quelque chose qui marche. 30% des jeunes qui suivent ce type d'éducation-là, qui est parascolaire et qui est financé par les sponsors multinationales et autres, eh bien, 30% de ces jeunes-là créent leur entreprise à la fin. Bon, maintenant, l'histoire de la carte et on ne sait pas l'utiliser. Bon, j'aimerais bien des études. Moi, ce que je vois, c'est qu'au Kenya, une vieille dame, avec son portable, eh bien, elle transfère de l'argent et 30% des paiements par mobile se fait au Kenya. Et on ne peut pas dire que le Kenya soit le marché le plus éduqué par rapport à l'Europe ou par rapport aux États-Unis. Il suffit tout simplement, monsieur, d'expliquer à la personne comment ça marche. Lorsque la personne lui a remis cette carte et qu'elle lui dit, voilà, ça, cette carte, tu choisis 4 chiffres, 1, 2, 3, 4, et tu vas retirer. Donc il n'y a pas besoin de lire, il n'y a pas besoin d'être PhD, etc. pour faire ce genre de choses. Mais c'est vrai que l'éducation doit être quelque chose de mondial, si je puis dire, parce que tous les jeunes maintenant, encore une fois, on est dans un petit village. Thank you. If I may just be permitted to say, I worked in India for a few years as a foreign correspondent, and I'll never forget a story told me by UNICEF, and we all think of UNICEF as this wonderful United Nations organization completely dedicated to children and their benefit, and it was run at that time by a wonderful Japanese lady who was very mild and didn't offend anybody, except on one occasion where she raised this issue with the Prime Minister. And the Prime Minister at the time said, "I'm not having foreigners teach my children." I don't think we should ever underestimate how important politics is in education. Okay, next question, please. Yes, here, and then... Yeah. Bonjour, Abdelhajinan, Capital Consulting. Si vous permettez juste une petite remarque par rapport aux interventions, puis une question. On a parlé depuis ce matin d'une croissance en Afrique de l'ordre de 5%, qui devrait être de 7, voire de 9% pour assurer une cohésion sociale et permettre, enfin en tout cas éviter les explosions sociales qu'ont connues certains pays et que connaîtront d'autres pays. Je voulais juste, en guise de remarque, apporter 3 chiffres. 2% du PNB perdu à cause des morts des accidents de la route. Alors faites attention en reprenant votre voiture tout à l'heure. 2% de PNB perdu à cause de la corruption. Ce n'est pas une spécificité de l'Afrique, mais c'est un point que j'aurais aimé voir abordé autour de cette table. Et 1,3% de PNB perdu à cause des barrières douanières entre les États africains dans les échanges. Voilà. On est 5 plus 2 plus 2 plus 1,3, on est à 10,3% de croissance potentielle si on veut s'y mettre. Maintenant, la question. On parle beaucoup des opportunités en Afrique, on parle beaucoup de la rentabilité supérieure en Afrique, mais souvent en évitant de parler des externalités négatives des projets financés, donc notamment sur le plan environnemental, sur les impacts sociaux de certains projets,
sur parfois les impacts culturels ou socioculturels de certains projets. Donc j'aimerais bien vous entendre sur cette question des externalités négatives et en tout cas d'un calcul de rentabilité global et non pas d'un simple calcul de rentabilité économique. Stéphane, I'll get that if you may answer to that. Si vous le permettez, je vais regarder ça sous l'angle d'un opérateur pour lequel je travaille, qui s'appelle Abrage, mais qui est le cas de tous les fonds d'investissement, où nous sommes, si vous voulez, entre d'un côté des investisseurs qui veulent bien nous confier de l'argent et une réalité de terrain où nous allons investir l'argent que nous avons levé auprès de ces investisseurs-là. Et ce que je peux vous dire, c'est que de plus en plus, c'était déjà le cas depuis quelques années, mais de plus en plus, ne nous confient leur argent. Les investisseurs ne nous confient leur argent que lorsque la dimension Environment, Social and Governance, donc ESG, qui sont 3 lettres extrêmement importantes dans notre travail au quotidien, sont prises en compte et sont prises en considération. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quand vous allez vous adresser à des grands investisseurs internationaux, ils fassent fi de ces aspects-là. Bien évidemment, vous avez des excès un peu partout. On a parlé d'opérateurs chinois qui ont pu faire quelques chantiers en ne tenant pas compte des contraintes environnementales ou sociales. Historiquement, les anciens occupants européens n'ont pas forcément été extrêmement respectueux d'un certain nombre de considérations que vous avez soulignées, mais je pense que la tendance de fond aujourd'hui, c'est qu'on ne mesure pas un investissement uniquement selon des critères strictement financiers, mais aussi selon d'autres critères, parce que si on veut qu'ils appellent la sustainability, la pérennité de l'investissement avec tous les aspects autour de l'investissement, autour de l'aspect financier, nous sommes obligés de tenir compte des critères que vous évoquez. Thank you. Next question, please. Yes, lady here, halfway back. Yeah. Please make your questions brief, then we'll get more in, because we're nearly running out of time. Merci. Bouchra Tawfiq, agence de développement social. Bon, vous avez parlé de business, donc d'opportunités d'affaires. Et bien sûr, l'opportunité d'affaires est toujours liée principalement au climat d'affaires, donc à la sécurité. Et là, j'aimerais évoquer donc l'un des problèmes de la sécurité, il est lié au chômage. Selon le rapport mondial, selon le rapport de développement humain de 2013 de la Banque mondiale, il y a quelques 620 millions donc, de jeunes diplômés chômeurs au monde. Donc, il faudrait penser déjà d'ici 2015 à développer quelques 600 millions de postes d'emploi. Et bien sûr, comme vous savez très bien, que la croissance économique est liée à la pauvreté. Donc, qu'en est-il de la croissance pro-pauvre? Est-ce que ces problèmes-là de crise économique mondiale ne sont pas un output de l'économie de marché? N'est-il pas temps peut-être de penser à une économie plurielle? Donc, ma deuxième question concerne donc l'économie sociale en tant qu'alternative. Il y a des expériences en Afrique et dans beaucoup de pays du monde, mais on perçoit encore l'économie sociale au Maroc et dans quelques pays comme une économie de pauvres, alors que dans certains pays tels que le Brésil, le Canada ou la France, ça fait partie principalement du département ou du ministère de l'économie des finances. Et donc il emploie un certain nombre de jeunes et c'est une alternative réelle donc aux crises économiques. Donc est-ce que j'aimerais bien savoir de nos intervenants, y a-t-il donc une réflexion au niveau des États à promouvoir cette économie sociale? Et merci. Thank you. Lionel, perhaps you partly represent, at least in this panel, a very poor country where some of these considerations are particularly important. I don't mean France, I mean Benin. Is it not a British joke? Well, it's nearly lunchtime, come on. Je crois qu'il y a beaucoup de transformations quand même sociales de nos économies. On a parlé tout à l'heure de bancarisation, on n'a pas évoqué le microcrédit, on n'a pas évoqué les formes solidaires, mutualistes de crédit en Afrique. On a fait une étude dans l'UMOA qui montre qu'on a une bancarisation de 10%, mais il faut y ajouter
des mécanismes d'économie sociale, financière, d'économie mutualiste et de microcrédit qui représentent à peu près 12% de la population. Donc on double la bancarisation, l'inclusion dans des circuits économiques modernes quand on prend en compte des mécanismes de solidarité dans la gestion de l'épargne, qui sont assez importants, qui sont beaucoup développés et qui ont été un des moteurs importants de la croissance. Parce qu'encore une fois, moi je ne crois pas que les questions de prix de matières premières et les questions liées à notre économie d'exportation soient aussi importants que nos phénomènes endogènes liés au progrès de l'alphabétisation, de l'éducation et de mécanismes de solidarité. Et je prends cet exemple qui a été étudié par Épargne sans frontières, qui me paraît important. Il y a beaucoup de travail d'ONG domestiques, en dehors des grandes ONG internationales, qui sont aussi une composante d'un tiers secteur qui n'est ni marchand, ni public, mais qui est associatif. Moi, j'ai créé une fondation familiale au Bénin, parce que je considère que la société civile, notamment la diaspora dans mon cas, et ah oui, je veux dire Faisal, on n'est pas tous des chauffeurs de taxi maliens. C'est-à-dire que quand on en... Non, mais c'était un exemple. C'était un exemple, mais j'aurais pu prendre un Tunisien, si vous voulez, chauffeur de taxi, si ça vous fait plaisir. Hein. Ça, mais enfin, la diaspora, c'est composite, la diaspora. Donc, il y a des efforts de solidarité de la diaspora qui sont très importants. Moi, je considère que la société civile, elle doit faire ce que l'État ne peut pas faire, à l'évidence. Et évidemment que nos États sont impécunieux, puisque une des façons de débloquer notre croissance vers le haut, ça va être d'avoir des États mieux organisés, capables de drainer un peu plus du PIB par l'impôt. Et aujourd'hui, nous avons des États qui n'appréhendent pas suffisamment de la réalité économique du pays. C'est pour ça que je prenais l'exemple rwandais de réduction du secteur informel, parce que le secteur informel est un secteur vulnérable, sans droit, sans protection, etc. Et donc, moi, je crois qu'il y a un tiers secteur qui se développe. Il est fait de fondations, il est fait d'associations, ça peut être des initiatives locales et pas seulement internationales, ça peut être des initiatives de la diaspora. Les 50 milliards de remittances, les 50 milliards de dollars, probablement sous-estimés, de transferts d'épargne en retour vers le continent, par les migrants, c'est aussi une forme de solidarité fondamentale et c'est un de ces flux financiers majeurs qui, dans les 15 dernières années, ont inversé les flux financiers vers l'Afrique. L'Afrique, entre les annulations de dettes, les flux de la diaspora, le développement des investissements directs étrangers, est devenue positive en termes d'entrée de capitaux sur le continent. Elle a passé les 30 années précédentes à être négative, c'est-à-dire à financer le reste du monde, ce qui était un paradoxe extraordinaire. Mais ces 50 milliards qui pèsent autant que l'aide publique au développement et qui pèsent autant que les investissements directs étrangers sont quand même une manifestation fondamentale de la solidarité. Donc je crois qu'il y a déjà des développements très importants de l'économie sociale. Ce qui est vrai, c'est que c'est peu reconnu dans les politiques économiques. Moi, je crois que pour les politiques agricoles notamment, le développement de secteurs coopératifs, il y en a des exemples, il y a les cotonculteurs du Mali, il y a des exemples d'organisation, mais le secteur coopératif est quelque chose qui va devoir se développer énormément si nous voulons accéder effectivement à la modernisation agricole, accélérer la modernisation agricole. Merci. Je peux dire juste un mot, time for one more Stéphane. Question. Corruption. On n'a pas parlé de corruption. Écoutez, la corruption, c'est un invariant. Ça ne gêne pas beaucoup. Je crois qu'on est des petits-enfants par rapport à la Chine, et vous voyez le différentiel de croissance. C'est un invariant, la corruption. Il faut en faire en permanence, lutter contre elle. Mais enfin, elle n'est pas l'explication de nos problèmes. Pas plus que les accidents de la route. Encore une fois, faisons l'aumône à l'Afrique de raisonner sur l'Afrique comme sur tous les continents du monde. La croissance, c'est du capital, il est en train de se moderniser, du travail, nous avons une population active
qui progresse en formation et en nombre, et du progrès technique. Et nous avons des technologies qui irriguent tout. Ce n'est pas la réduction des accidents de voiture, l'élimination des corrompus, parce que c'est un programme qui va durer 1000 ans. Hein, et heureusement, nous avons des espérances à court terme. En revanche, vous avez souligné quelque chose qui me paraît beaucoup plus sérieux que les accidents de voiture, et qui est la réduction des barrières douanières, et qui a été évoqué dans cette conférence sur le thème de l'intégration. Là, je crois que vous avez raison, il y a probablement plus d'un point de croissance quand on aura éliminé les barrières douanières et non douanières dans nos économies. Parce que pour aller dans mon pays, de Cotonou à Abidjan, à l'intérieur de la CEDEAO, en transportant un produit qui est exonéré de taxes douanières et à la frontière du Togo, et à celle du Ghana, et à celle de la Côte d'Ivoire, on est arrêté d'abord à chacune de ces frontières, et on est arrêté 48 fois par la gendarmerie, les eaux et forêts, etc. Je ne parle pas du banditisme, je parle des autorités publiques. Et vous transportez un camion de vivres frais sur 700 km, non pas en une journée, mais en une semaine. Et ça, c'est des barrières non douanières. Et ces deux barrières-là, ça, c'est un vrai obstacle. Thank you, thank you. Time for one more question. Yes, here. This gentleman. Oui, bonjour, Nizar Amrani, banquier d'affaires, Crédit Agricole du Maroc. Ma question s'adresse à M. Guénoun, parce qu'il a parlé effectivement de l'investissement qui était fondamental aujourd'hui pour développer nos économies. Et comme tout le monde le sait, les PME constituent plus de 90% du tissu économique. Elles ont fondamentalement besoin de fonds propres. Et malheureusement, elles ne sont pas tout à fait éligibles à des investissements en fonds propres. Et par conséquent, que peut-on faire, notamment vous en tant que capital investisseur, pour lever ces barrières et pour que ces PME puissent lever ces fonds propres qui vont leur permettre de se développer? Merci. Thank you. Anas? C'est une vaste question, effectivement, qui se pose pour le cas du Maroc, mais pour le cas de l'Afrique. Et j'ai presque envie de dire, et je parle sous le contrôle de mes amis ici qui opèrent dans des environnements plus développés, en l'occurrence la France et la Suisse, mais je pense que c'est des questions qui se posent également dans des environnements beaucoup plus développés. Donc ça, c'est une problématique. On a parlé de problématiques d'éducation, on n'a pas parlé de problématiques de corruption. C'est une problématique mondiale. C'est que vous avez effectivement tout un pan de l'économie qui n'est pas suffisamment bien adressé par l'environnement bancaire. Quand je prends l'exemple d'un certain nombre de pays comme le Maroc, où vous allez voir un entrepreneur qui débute, qui a quelques années d'existence, on lui demande pour pouvoir accéder à des crédits un certain nombre de garanties, de cautions personnelles qu'il ne peut pas toujours donner. En même temps, il est également trop petit pour aller être intéressant pour les fonds d'investissement qui, eux, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ont un seuil d'intervention qui, il se trouve que cet entrepreneur est en dessous. Donc, comment adresser ce point? Eh bien, écoutez, vous avez parfois, et c'est ce qui a été fait, l'exemple du Maroc, des gouvernements qui décident de lancer des fonds en partenariat avec des opérateurs privés pour adresser ce range d'entreprises, de taille d'entreprise qu'ils ne trouvent pas par ailleurs comment se financer. Ça fait partie, je pense, des pistes qu'il faut explorer, et il faut voir peut-être au bout de quelques années le succès de ces fonds-là pour voir si c'est des modèles intéressants, des business models intéressants qui peuvent être dupliqués à l'échelle d'autres pays. Thank you very much. And good answer to a good question brings us, I'm afraid, to a close. We don't have any more time. I was getting ahead of myself talking about lunch. We have now coffee break. The organisers have asked me to emphasise that it's 15 minutes. So although our programme has, as I'm sure you've noticed, slipped a bit, we'd like you back in a quarter of an hour for the next session. And we'd like now to round up. If you could just show your appreciation to the panel in the usual way. Thank you.